Bien, bonsoir. Nous sommes le 15 février 2023. C'est la 22e rencontre démocratique sur le groupe Le Jour se lève sur Facebook. Et ce soir, j'accueille Didier Loyen. Alors, Didier Loyen est ingénieur de formation, ancien chef d'entreprise et d'une coopérative ensuite. Et depuis des années, il propose une réflexion sur la monnaie et depuis que la June existe comme outil, il commence à mettre en pratique sa réflexion pour vérifier la faisabilité. Alors, il a fait quelques vidéos YouTube, un site qui s'appelle espoir.com et un livret qui représente l'état de son travail qu'il actualise car il est dans le mode coopération et écoute pour pouvoir enrichir son expérience. Alors, le deux petits livrets, j'ai extrait le fonctionnement de l'espoir. L'espoir, c'est quoi? Ça a été inspiré par la June, mais avec une petite amélioration pour pouvoir donc financer les biens communs, si j'ai bien suivi. Donc, ce serait la première valeur d'échange universelle, un bien commun pour l'humanité. Alors donc Didier explique dans son livre, nous avons créé une nouvelle valeur d'échange que nous nommons l'espoir grâce aux nouvelles technologies, à commencer par la blockchain. Sa création est inédite, décentralisée, transparente, sécurisée, gratuite et accessible dans le monde entier. Elle est un bien partagé et non un bien privé imposé. Pour des raisons de perception et de compréhension, l'espoir existe sous forme de bons physiques et est garanti par une crypto-monnaie libre dénommée June, qu'on peut écrire G1, qu'on voit le plus souvent écrit G1 sur Internet, c'est la June de Stéphane Nabord. Donc, contrairement aux banques privées qui créent de l'argent pour réaliser des profits, quel que soit l'impact sur la société, l'espoir, lui, est créé en échange d'un service rendu à la collectivité, ce qui lui confère une valeur particulière innovante. Pour autant que nous prenions conscience qu'il s'agit de notre responsabilité individuelle de permettre sa création en s'inscrivant comme membre et de le gérer dans l'intérêt commun de la manière la plus opportune. Comme il n'y a plus d'autorité centrale, c'est le but dans la June, donc il n'y a plus d'autorité centrale non plus dans l'espoir qui autorise l'application de créer des Junes et des espoirs, il est nécessaire que 5 personnes attestent de notre existence par le biais d'une application informatique qui crée sans autre formalité cette valeur d'échange. Mais contrairement à la monnaie créée par les banques, l'espoir ne nécessite pas de pays d'intérêt, n'appartient à personne au départ, ne représente jamais une dette et remplace le mécanisme de redistribution des richesses à la base de l'État-providence et libère les entrepreneurs d'une administration fiscale et sociale lourde. À cet effet, l'espoir est affecté une bonne partie au service commun, ce qui permet de lui donner une réelle valeur, l'existence même d'un service commun de qualité et gratuit, ce qui est profitable à l'ensemble des êtres humains. Avec cette création de valeur, nous sommes certains que l'espoir existera toujours, contrairement au système actuel où l'argent qui nous appartient est en réalité une dette que la banque a envers nous et qu'elle ne saurait jamais honorer si nous réclamons tous notre argent. Contrairement au système actuel où l'argent sur notre compte est une dette de la banque envers nous, nous utilisons des micro-ordinateurs répartis dans le monde qui produisent, à l'image de microsources, une valeur d'échange unique universelle. Chaque citoyen reçoit gratuitement et de manière égale une même quantité d'espoir, ce qui a pour effet d'irriguer l'économie par le biais du financement du service commun. C'est la théorie de l'hélicoptère, entre parenthèses. Alors, il faudrait quand même qu'on réexplique un petit peu le fonctionnement de la monnaie dette à ceux qui nous écoutent, parce que nous, on a l'habitude, ça fait un petit moment qu'on discute ensemble. Est-ce que tu saurais expliquer un petit peu le système actuel, Oui, peut-être un peu la June et après l'espoir? oui. Donc, au niveau des monnaies dettes, le principe est le suivant, c'est que nous avons donné le pouvoir aux banques privées de créer une valeur d'échange, une monnaie qui est reconnue par les États. Quand la banque veut vous prêter de l'argent, ou en réalité c'est vous qui sollicitez la banque pour avoir cet argent-là, vous allez trouver un banquier et le banquier va émettre des billets sous certaines conditions. La première condition, c'est qu'il va prendre des garanties. Ça, c'est la première chose parce qu'il ne veut pas avoir de problème au niveau de sa comptabilité. Et deuxièmement, il va s'assurer de votre capacité de rembourser cette somme d'argent-là. Jusque-là, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui peut être naturel. L'élément qui est un peu embêtant dans ce système-là, c'est que les banques souhaitent récupérer non seulement le capital, mais aussi les intérêts.
Les intérêts n'ont jamais été créés par une banque. Et là, c'est le problème principal du système actuel, c'est que pour pouvoir payer ces intérêts, il faut nécessairement qu'une autre personne puisse emprunter de l'argent pour que vous puissiez rembourser ces intérêts. Et donc, c'est un effet pyramidal qui existe et le système est à la fin pour l'instant, dans la mesure où il n'est plus possible de prêter l'argent. Nous avons fait une extension de notre économie et nous arrivons à la limite de cette possibilité de prêt. Et voilà, donc c'est la difficulté à l'heure actuelle de ce mode de création monétaire par les banques. Oui. D'accord. Ça va, c'est clair comme ça? Oui, c'est bon, on a une petite coupure. Alors, oui. Et donc, tu as vu que la June a voulu casser cette règle-là. Oui. Et toi, tu t'es inspiré après de la June. Donc, il faut peut-être expliquer un petit peu la June au départ. Mais on va d'abord peut-être commencer par les crypto-monnaies parce que c'est vraiment la révolution. Les crypto-monnaies, donc, ce sont des ingénieurs qui ont imaginé le principe suivant, c'est que on pourrait créer une valeur avec des lois, et donc le Bitcoin est la monnaie la plus connue, et cette valeur peut être achetée. Et donc là, c'est déjà un problème en soi, dans la mesure où elle est liée aux monnaies dettes. Et donc, c'est tout simplement une valeur comme de l'or qui est spéculative, avec tous les inconvénients que nous connaissons, consommation d'énergie importante, et ainsi de suite, spéculation. Mais cette technologie-là avait un sens, c'est le fait que l'on pouvait faire des échanges en se passant des banques, des États, donc c'est transfrontalier, sans discernement, et la valeur était reconnue par un ensemble de personnes. Ce qui pose un problème au niveau de la société, dans la mesure où tous ces échanges-là échappent à l'État, échappent au système de taxation, qu'il échappe aux banques, ben, c'est sûr qu'elles n'ont plus de profit, mais c'est quand même une évolution. Et donc, des Français ont imaginé, au travers de la théorie de Monsieur Laborde, de la TRM, d'utiliser cette technologie-là pour faire la June. L'avantage de la June, c'est que au lieu d'être une monnaie qui s'achète, c'est une monnaie qui est créée sur le principe suivant, c'est que le fait que vous existiez vous est reconnu par 5 personnes, vous recevez ce qu'ils appellent un dividende universel journalièrement. Et ce dividende universel que vous recevez est en réalité, avec la théorie de la monnaie relative, adapté à la somme totale, la masse monétaire totale créée, ce qui fait que sur toute votre vie, vous allez recevoir par rapport à la masse totale créée la même quantité de monnaie, quelle que soit la période pendant laquelle vous vivez de siècle en siècle. Et donc, c'est une théorie qui rend toutes les personnes à égalité pendant leur vie. Ils vont avoir reçu, par rapport à la masse monétaire créée, une même quantité. Et donc, cette logique-là était très intéressante parce qu'en réalité, elle me donne l'outil qui me manquait par rapport à ma théorie. La théorie, au départ, elle est passée sur la logique suivante. C'est que j'avais constaté il y a longtemps que, et vous le savez tous, on est dans une société monopolistique. Ça veut dire que des gens capitalisent le capital et excluent un ensemble de personnes. Or, dans le jeu du Monopoly, on passe à la case départ et on reçoit de l'argent. Donc là, on ne l'emprunte pas aux banques. Et donc, c'est un peu comme le June. On reçoit de l'argent. Mais moi, ce que j'avais imaginé il y a longtemps, c'est qu'au lieu de recevoir de l'argent, si le jeu du Monopoly s'éternisait dans le temps, automatiquement, nous aurions besoin d'un service commun. On pourrait être malade, il faudrait aller suivre des cours, il faudrait la police et ainsi de suite. Et donc, tout ça, ça s'appelle la fonction régalienne, oui, bien sûr, ou le service de l'État. Et donc, pendant l'existence du jeu du Monopoly, si nous avions tout ce service-là à notre disposition, ben ce serait déjà bien parce que on aurait peut-être les besoins fondamentaux à notre disposition. Et donc l'idée de départ, c'est quand j'existe, je dois avoir un service commun. Et donc au lieu de donner l'argent au niveau de passage à la case départ dans le jeu du Monopoly, eh bien on financerait le service commun et ce service commun irriguerait l'ensemble de l'économie. Et donc, le fait que je découvre que la June existe, eh bien, c'est à un pas près ce que j'avais imaginé. Et donc, je vais dire que j'utilise
la June, parce que bien sûr, une théorie, c'est bien beau, mais l'élément essentiel, c'est de passer à la partie pratique, parce qu'on peut rester toujours à réfléchir dans son bureau. L'élément, c'est comment intégrer ça dans la société civile. Et donc, comme la June est réelle, je l'ai légèrement adapté en disant tout simplement, au lieu de garder l'ensemble de ce que l'on vous donne journalièrement, si nous le mettons dans un pot commun et que nous le gérions ensemble avec notre désir, quelles que soient nos régions, elles sont différentes, eh bien, on peut, dans chacune des régions du monde, définir ce qui est fondamental et commun à tout le monde. Voilà, en quelques mots, le lien entre l'espoir, la June et les différents systèmes de création monétaire, comme les crypto-monnaies spéculatives et la banque, les monnaies dettes. Et l'espoir vient tout simplement du fait que c'est la livre, l'euro, le dollar, le pesetas, l'or, le yen, le rouble, qui sont toutes ces monnaies-là qui nous imposent une consommation infinie. Je ne t'entends pas. Le son est coupé. Attends. Voilà, je te réentends là. Ça y est. Alors, voilà, oui, je disais donc que tu utilisais le Monopoly pour expérimenter le fonctionnement de l'espoir. Ouais, ou de l'expliquer un petit peu le fonctionnement, parce que tu reçois 200 euros, ouais, je sais pas si c'est 200, mais 200 euros à chaque fois que tu passes par la case départ. C'est un peu comme le fonctionnement de la création monétaire de la June, en gros, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la comparaison. Ouais. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il doit y avoir quand même quelques taxes dans le Monopoly. Oui, mais ouais. Je vais dire que ce sont des taxes pour pénaliser. Je vais dire que le système permet éventuellement de corriger un peu le tir s'il y a quelqu'un qui est plus vite riche que les autres. Donc voilà. Mais donc ici, on n'a pas besoin de taxes et c'est ça aussi l'élément important, c'est que en tant qu'entrepreneur, quand on voit la charge administrative et la suspicion que l'État a envers mon activité d'indépendant, c'est la galère. Et donc, on a organisé au niveau international des mécanismes de fraude légalisée parce que automatiquement, quand il y a une loi qui est faite, eh bien, il y a automatiquement des personnes qui trouvent les astuces pour la contourner. Et donc, en réalité, les personnes les plus riches ont la capacité de financer toute la gestion fiscale, l'optimalisation fiscale, comme on va dire, et en réalité, ils évitent l'impôt. En plus, avec la mondialisation de l'économie, il y a des déplacements de fonds d'une entreprise à l'autre, d'un État à l'autre, qui fait qu'ils payent pas souvent des impôts. Dire qu'ils n'en payent pas, c'est un mensonge. Et donc, cette partie-là est quand même très importante d'une part, mais surtout, c'est le mécanisme fondamental qu'il faut reprendre dans la logique. Quand la banque crée l'argent, nous l'empruntons, puis qu'est-ce se passe-t-il? Nous avons besoin d'un service commun. Et donc, automatiquement, il y a un État que nous avons désigné qui va dire, ben oui, si vous créez une richesse, on va la répartir. Et c'est un peu le rôle de la taxe qui est acceptée par l'ensemble des personnes. C'est une taxe de répartition de richesse. Et donc, en réalité, la taxe va être faite sur mon activité, elle va être donnée à l'État et l'État va la redistribuer. Donc ça, ce serait bien. L'ennui, c'est que nous exigeons de plus en plus un service de public important. Et donc, l'homme politique va être directement influencé. Quels sont les paramètres qu'il a à sa disposition pour augmenter sa capacité de répondre à notre attente? Soit il augmente les taxes, mais il y a des limites parce qu'il y a la concurrence fiscale d'un pays à l'autre, ou il augmente l'activité économique. Augmenter l'activité économique. C'est là le problème. Ça veut dire que si je viens trouver un ministre et que je lui dis, je viens amener une entreprise dans la région, il va être tout content. Pourquoi? Ça va augmenter le PIB. Or, on constate que le PIB n'est pas un indicateur utile à l'heure actuelle. Il est utile pour les banques pour pouvoir être sûr d'être remboursé, mais ça, je change de sujet. Donc, revenons
l'homme politique, quand on lui propose de faire une activité, il est hyper content. Et nous, on est content parce qu'on va avoir du travail. Mais est-ce que ce travail est utile pour la société? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Il peut détruire un autre travail, ça n'a pas d'importance. L'homme politique va être fier de dire, moi j'ai créé ou j'ai permis de créer une entreprise dans ma région. Et d'un autre côté, nous, en tant que citoyens, on est content d'avoir du travail. Mais si ce travail crée des produits qui sont négatifs à notre vie, est-ce vraiment intéressant? Et de toute façon, l'homme politique est responsable d'emprunt aussi parce qu'il n'a pas assez d'argent au travers des taxes, donc il va emprunter aux banques et les banques, elles sont tout à fait contentes parce que quand un ministre emprunte, en réalité, c'est toute la population qui va devoir rembourser cet argent-là. Et donc, le banquier va regarder deux indices, le PIB, votre capacité de créer des richesses, et donc là, donc on est obligé de surconsommer. C'est une obligation et on l'a vu au niveau de l'histoire de l'évolution de l'économie. Il a fallu inventer la mode, il a fallu inventer l'obsolescence programmée. Il faut tout le temps, je vais dire, créer des nouveaux produits et il faut surtout qu'ils ne durent pas très longtemps pour que nous reconsommions. Et donc le deuxième facteur que l'investisseur, je vais dire, dans l'État, c'est le taux d'emploi. On va regarder effectivement si vous êtes capable, en tant qu'homme politique, de faire travailler votre population pour pouvoir rembourser le capital. Et donc, ce système de taxes qui, au départ, est une redistribution des richesses, est en réalité le mécanisme qui nous oblige à une consommation infinie. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous sommes incapables de sortir du cercle de impôts, taxes pour consommer et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est impossible d'en sortir. Et donc, pour pouvoir sortir de ce mécanisme-là, il faut casser la taxe, supprimer la taxe, mais c'est pas supprimer le financement. Donc, quand on crée de l'argent, on va financer directement le service commun. Et donc, il devient indépendant de l'économie. Et comme il devient indépendant de l'économie, automatiquement, à ce moment-là, les décisions politiques vont être différentes. D'une part, parce qu'il n'y a plus une obligation de créer de l'emploi pour de l'emploi et de la consommation pour de la consommation. Ça, c'est déjà cassé. Mais deuxièmement, au niveau humain, à partir du moment où vous êtes certain que votre service public existe tant que vous existez, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si l'économie s'effondre dans votre région, automatiquement, il n'y a plus de taxes. S'il n'y a plus de taxes, il n'y a plus d'État. S'il n'y a plus d'État, il n'y a pas de société. Et donc, le fait de créer l'argent pour financer le service commun vous assure toujours l'existence d'un service commun et la qualité de ce service commun dépend exclusivement de notre capacité de le gérer correctement. Voilà. Donc, un peu l'avantage. Alors, je reviens à l'idée du Monopoly parce qu'elle me plaît bien parce qu'en fin de compte, sur le Monopoly, on a la carte, je sais plus, la compagnie des eaux, la compagnie d'électricité, on a 4 gares, et une prison, et puis on a des cartes caisses de communauté et cartes chance qui en gros sont un petit peu les biens communs et les services publics. Donc ça fonctionne sans être financé en gros, on va dire ça comme ça. Et les taxes et les impôts sont quasi inexistantes au Monopoly. Peut-être il y a 2 ou 3 cartes de malchance, quoi. Donc, si c'est presque un système sans taxe, le Monopoly, et donc il y a quand même une concentration des richesses entre une main, entre un joueur. Comment tu corriges ça? L'élément, il n'est pas, la richesse n'est pas un problème. C'est le pouvoir de la richesse qui est un problème. Et donc, en réalité, d'abord dans le Monopoly, nous avons les compagnies des eaux et ainsi de suite qui sont des sociétés privées, on les achète. Donc là, c'est un questionnement fondamental qu'il faut se poser. Est-ce que le service commun est un service public étatisé à 100% ou est-ce qu'il sous-traite à des sociétés privées avec un contrôle? Ça, c'est un débat qui peut avoir. Mais la différence, c'est que dans l'espoir, la richesse n'est pas interdite, sauf si elle est faite sur la fabrication de produits qui sont néfastes à la société.
Et donc, on aura le pouvoir de dire, oui, votre technologie, supposons que la technologie 5G, hein, qui apparaît pour l'instant, est considérée par la population comme non utile, non indispensable, mais peut être utile dans les entreprises, soyons clairs, pour pouvoir gérer des quantités d'informations. Mais le fait de donner la 5G pour pouvoir avoir des voitures automatisées et avoir, je vais dire, tout le monde, la TV en direct partout et faire des vidéoconférences et ainsi de suite, est-ce que c'est vraiment indispensable quand on va se rendre compte, éventuellement, et il faudrait des études sérieuses, contradictoires, dans un débat public, de dire, tiens, est-ce que cette technologie-là a un sens? Et si elle n'a pas de sens, elle serait limitée éventuellement dans des espaces bien sécurisés parce que les ondes, on ne sait pas quels sont leurs impacts à long terme. Voilà. Donc, Alors là, on a une réaction par rapport au Monopoly. C'est intéressant de réfléchir par rapport au Monopoly. C'est quelque chose qu'on connaît, enfin la plupart quand même. Lorsque l'économie est bloquée, tac, on arrête tout et puis on redistribue les billets. Oui, est-ce qu'on pourrait faire ça? Mais ici, je vais dire que ce n'est pas du tout l'image du Monopoly, c'est pour tout simplement montrer le fait qu'au départ, on reçoit de l'argent comme dans la June, et au lieu de le recevoir comme ça, on finance le service commun. Maintenant, au niveau du Monopoly, il est un fait certain, c'est que le jeu est organisé pour qu'il s'arrête à un moment donné. Il dure déjà très longtemps et on se rend compte que dans les jeux actuels du Monopoly, ça dure une demi-heure parce que les enfants en ont marre après. Hein, et il est un peu plus social. Et donc ici, nous avons toujours, je vais dire, une pluie fine qui irrigue l'ensemble de l'économie et qui va faire une distribution. Voilà, je pense que nous serons dans un autre état d'esprit dans la mesure où les biens communs vont assurer le plus haut niveau dans la pyramide de Maslow pour pouvoir avoir une condition de vie qui nous permet de vivre beaucoup mieux que maintenant. Est-ce que je réponds comme ça? Ouais, mais même, genre, j'ai envie de te titiller, je dirais, dans ta théorie. Si on pousse le bon esprit des gens, ça, on a tous de la bonne volonté, mais sauf qu'au Monopoly, c'est un peu comme dans la vraie vie d'ailleurs, je vais citer des personnes, tu vas comprendre. Monopoly, si moi je suis propriétaire de Belleville, par exemple, et toi tu es propriétaire de la rue de la Paix, même s'il n'y a pas de taxes et d'impôts, eh ben, il y a quand même une certaine inégalité sociale. Et c'est un peu comme dans le monde actuel avec Bernard Arnault et Elon Musk par rapport à d'autres qui n'arrivent pas à mettre quelque chose dans leur frigo, quoi. Oui, mais disons que là, on entre dans une toute autre théorie. C'est la notion de est-ce que l'État a un pouvoir qui empêche, comme ce qui s'est passé avec BlackRock en Allemagne, il est parvenu à avoir le monopole de l'allocation de tous les immeubles dans une ville. Et donc, comme il avait un monopole, il a commencé à augmenter les prix. Et il y a eu des manifestations en opposition à ça, et le pouvoir de la commune a pris la décision de bloquer temporairement les loyers. Donc, effectivement, l'État a toute la puissance d'interdire des concentrations de richesses qui seraient au détriment de la population. Et donc, si il y a une dérive qui est contraire, nous sommes l'État, excusez-moi de le dire, mais dans le modèle de l'espoir, la gouvernance est faite par les citoyens. Et donc par des élites, par des classes politiques de père en fils, comme en Belgique. Donc, on a force de loi. Donc, à partir d'un moment où une richesse est contraire à l'intérêt général, on a la force de loi et il n'y a pas de chantage possible par cette richesse-là. Voilà, il n'y a pas une richesse en disant je vais délocaliser. Ben, tu peux délocaliser. Ok, tu délocalises. On ne perd pas de PIB, on ne perd pas. Voilà. Donc, je pense que ce mécanisme-là que tu exprimes n'a. Mais bon,
Ouais, bah, de toute façon, comme le Monopoly est là pour montrer justement l'aspect La dérive. néfaste du monopole, c'est quelqu'un Voilà. qui va avoir tous les hôtels ou toutes les maisons et puis qui va faire que tous les autres joueurs n'auront plus rien, quoi. Et, euh, et là, il y Ouais. a quelqu'un qui réagit en disant vous réfléchissez encore par rapport au vécu et ce vécu a été complètement truqué. Alors, on aimerait bien qu'il nous propose une autre solution. Autrement, ce que je voulais te dire, euh, ouais, c'était par rapport à ce fameux Et Monopoly Oui, vas-y. disons qu'au niveau de la richesse, il y a deux éléments. Il y a des richesses qui se font extrêmement vite pour l'instant, par Hmm. rapport à des spéculations, par rapport à des notions de monopole, par rapport à des notions de brevets. Donc, à ce niveau-là, il doit y avoir des lois qui interdisent cette concentration anormale de richesse. Voilà, ça n'apporte rien parce que pour finir, si j'étais multimillionnaire, ce n'est pas difficile. Je vais prendre 10 personnes et je leur demande de gérer et ils vont gérer n'importe comment, enfin en espérant avoir le maximum de retours. Et il y a une irresponsabilité qui existe dans ce système-là. Donc au niveau de l'espoir, c'est une gestion. Nous allons définir de nouvelles règles qui seront basées sur une autre organisation de la création monétaire. Maintenant, je ne détiens pas toutes les solutions et je ne résous pas tous les problèmes. Par contre, j'amène beaucoup de solutions pour des notions fondamentales. Par exemple, pour la transition écologique, on aurait le financement de choses qui ne sont pas rentables économiquement, mais qui serait rentable pour l'humanité. Voilà. Il n'y a Alors, pas de solution. comment responsabiliser ceux qui vont prendre les décisions, alors, dans ce cas? Mais automatiquement, je vais dire que la responsabilité, c'est une responsabilité collective. Et donc, quand on est au tribunal, aux assises, je pense que les jurés se sentent responsables et que toutes les personnes, quand ils sont responsables, ils sont capables d'avoir le bon sens. Surtout que ce ne sera pas une personne comme pour l'instant, ce sera un ensemble de personnes qui vont pouvoir, avec une information complète et avoir le temps pour pouvoir prendre en âme et conscience. Et je pense que l'âme et conscience d'un ensemble de citoyens sera supérieure à la situation actuelle. Tu as déjà été juré? Non. Et moi, je l'ai été. Et franchement, prendre des décisions qu'on est juré, ça ferait prendre notion de la responsabilité, mais ça ne nous permet pas forcément de prendre les bonnes décisions. Je vais dire que effectivement, c'est pas facile. Je comprends parce qu'il y a tellement d'informations et au niveau d'un jury, il y a toute une plaidoirie, il y a tout un mécanisme très complexe et il y a des procédures et des vices de forme et ainsi de suite. Ici, je vais dire que ce serait quand même des informations qui seraient sur un seul sujet avec un débat réel, enfin une information contradictoire, des débats, des questions. Et j'ai interrogé une personne en Suisse qui a dû, pour un référendum en Suisse, elle a participé à la construction de la question. Et donc, elle a été invitée à se présenter 2 week-ends d'affilée, sans problème. On s'occupait de ses enfants, donc aucun problème matériel. Et donc, elle a débattu pendant 2 week-ends. Elle a dit, dommage, c'était un peu court. Il aurait fallu encore un autre week-end vraiment pour pouvoir bien assimiler toutes les choses. Et elle a dit, ben, à la fin, j'avais une information complète et nous avons pu rédiger une question qui tenait compte de toutes les remarques qu'elle avait. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, n'est-ce pas mieux que ce qui existe pour l'instant où nous avons des politiques de parti qui est défini par les présidents, où le président décide sur base d'informations et de pression dans un sens, et les hommes politiques en réalité sont
contraint souvent, pour être élu, à accepter la décision du gouvernement quand il est à parti majoritaire. Quand ce sont des coalitions comme en Belgique, mais ce sont des discussions, je vais dire, au niveau des chefs de parti et qui voient au niveau électoral quel est l'intérêt de voter ceci ou ça. C'est uniquement électoralement. Or, ici, les décisions des citoyens, me semble, pourraient être beaucoup plus rationnelles. Bien sûr, il faut une information contradictoire à égalité de chances. Parce que c'est ça la difficulté à l'heure actuelle, c'est que si nous avons des grandes sociétés, elles vont payer des universités pour avoir des rapports qui sont favorables à elles. Et donc, s'il y a quelqu'un qui propose une alternative, il n'a pas les mêmes moyens financiers. Donc, pour cette raison-là, déjà, toutes les universités et grandes écoles devraient être indépendantes financièrement par rapport aux entreprises, ce qui est vraiment un système qui, pour moi, est très important. Alors, j'ai une réaction, là, par contre, j'ai du mal à comprendre. Nous allons faire justement l'inverse et chacun va créer sa monnaie par rapport au vécu, je pense, c'est la réaction. Et si son compte sera trop négatif, du coup, il ne sera plus suivi et donc l'individu devra créer de la valeur marchande. Alors, c'est une création monétaire avec possibilité de sanctions, si j'ai bien compris, c'est assez étonnant. Je pense pas que c'est ça. Je ne comprends pas bien la question là. Alors, il dit, chacun va créer sa monnaie. Effectivement, on peut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, il y a des monnaies locales, il y a des monnaies complémentaires. Donc, il y a une volonté d'essayer de construire des monnaies dans le monde entier alternatives. Généralement, elles sont basées sur 2-3 principes de base. Ici, la notion, c'est une monnaie universelle. Donc, avec une gestion du pot commun, chaque région va pouvoir gérer à sa façon ce pot commun, mais il est le même pour tout le monde. Je ne sais pas si je réponds comme ça, vaguement à la question. Si elle pouvait être plus précise, il y a un peu la suite. Quelqu'un à qui on donne des responsabilités gagne en curiosité et en implication, mais ça ne le met pas à l'abri d'une erreur. Oui, ouais, c'est un peu ce que je disais, quand on est jury, on a de la responsabilité, justement, on évite peut-être de prendre une décision grave, de peur avoir le regretter, quoi. Et qu'il aurait peut-être fallu prendre. Oui, je peux comprendre parfaitement cette notion-là. D'abord, une erreur, il faudrait déjà qu'une majorité prenne une erreur. Alors, qu'est-ce qu'une erreur? Une erreur ne peut être envisagée qu'après un certain temps. Et effectivement, si on doit prendre, je pense que dans notre société, on doit prendre des risques. Et donc, est-ce que la moyenne des citoyens serait dans un système de risque et d'avancer en parenthèse, dans une direction, je vais même pas dire technologique, ou dans toujours quelque chose de passif. Je pense que comme la constitution des citoyens est représentative et qu'elle change tout le temps, pour moi, la nature humaine sera toujours plus positive à moyen et long terme. Peut-être qu'il y aura des erreurs, comme il y en a pour l'instant. Donc, ne prétendons pas qu'on va solutionner tout par ce que je propose. Ce serait prétentieux. Sur Bitcoin, des privilégiés créent des Bitcoins et c'est ici que le plus de spéculation s'opère. Le Bitcoin n'a rien à voir. Hein. Donc, le Bitcoin n'a rien à voir avec ce qu'on discute aujourd'hui. D'abord, le Bitcoin est une quantité de monnaie définie. Elle s'achète. Alors que sur la base de l'espoir qui s'appuie sur l'outil de la June, la création monétaire est en continu en fonction de notre existence et elle ne s'achète pas. Par contre, elle peut s'échanger à un moment donné dans un seul sens. Ça veut dire on peut, je vais dire, prendre des monnaies dettes et être compensé en monnaie espoir. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce mécanisme-là? La monnaie espoir fait que vous n'avez rien perdu et les euros peuvent permettre à l'heure actuelle d'aller acheter dans le circuit qui serait en monnaie dette. Tu fais cohabiter espoir et euro, donc?
C'est une monnaie, elle est complémentaire, opposée complémentaire aux monnaies dettes, et donc elle va suppléer les déficiences des monnaies dettes. Et si elle prend une valeur universelle, elle pourrait la remplacer à terme, mais ça c'est une décision difficile. Ça voudrait dire que la population remet en question l'autorité des gouvernements qui ont imposé une monnaie privée. Ouais, mais alors là, l'espoir est censé, dans ta théorie, financer les biens communs, les services publics, Et la transition. Et la transition. Et pendant ce temps-là, l'euro cohabite. Oui. Mais pour faire fonctionner les biens communs, les services publics et tout ça, il va y avoir des taxes et des impôts. Et comment on fait Donc, en réalité, là, il y a une stratégie de la progression de l'espoir. La première chose, c'est que les acteurs économiques, pour l'instant, ils payent des taxes et des impôts, donc ils financent le service commun. Et donc, on leur donnerait des espoirs de telle manière à compenser cet investissement pour la transition pour le service commun. Donc, en réalité, ils ne paieraient plus d'impôts. Mais cette monnaie-là devrait être introduite dans l'économie. Et donc, ça demande de la part du citoyen de demander de la part du commerçant qu'il négocie ses achats et ses ventes en partie progressivement avec ces espoirs-là pour qu'ils s'introduisent dans l'économie. À partir du moment où l'espoir est utilisé dans un nombre de commerces suffisamment significatif, il commence à avoir une valeur auprès du grand public. Le grand public est intéressé d'une part parce qu'il voit qu'on peut réduire l'impôt, mais on va financer le service commun indépendamment de l'économie. Le commerçant, lui, est intéressé parce que si on arrive à mettre ça en place, il va réduire toute son administration à terme et la suspicion de fraude. On pourrait même arriver à terme à parler qu'on ne parle plus que de net. Donc, si je veux engager quelqu'un, ben je l'engage. Il n'y a plus de papier et de charges patronales et de financement de mes pensions parce que c'est le service commun qui l'assume. Et donc, il est intéressé. Et donc, tout le monde est intéressé. Je pourrais montrer dans une feuille de calcul qu'à la limite, tout le monde est gagnant dans ce mécanisme-là. Quand on est arrivé à ce stade-là, la valeur de l'espoir a du sens. Et donc, on pourra, en commun, les indépendants et la population, pourra définir, tiens, qu'est-ce que nous allons commencer à financer en commun. Et donc, comme c'est une décision commune, le financement, par exemple, d'une institutrice en plus dans les écoles parce qu'il y a trop d'élèves dans les écoles, ou bien une personne dans une maison, dans une maison de repos, qu'il faudrait du personnel en plus pour s'occuper de nos personnes âgées, eh bien, si c'est une décision collective et que nous finançons ces personnes-là avec cet argent-là, ils peuvent venir dépenser leur argent dans l'économie réelle. Donc voilà, ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est la finale, c'est-à-dire que si, par exemple, on considère que les panneaux solaires est un investissement intéressant. Si vous achetez des panneaux solaires, ben vous perdez un pouvoir d'achat. Ben on pourrait compenser votre achat de panneaux solaires. Supposons que vous mettiez 6 000 € pour acheter des panneaux solaires. Ben on pourrait vous rendre une partie, par exemple, 2000 espoirs, ce qui veut dire que d'une certaine manière, on vous encourage à mettre des panneaux solaires. Alors que pour l'instant, quand on met des panneaux solaires, le gouvernement vous taxe. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il vous taxe? Ben parce que, comme vous produisez de l'électricité, vous n'en achetez plus. Comme vous n'en achetez plus, ben automatiquement, il ne touche pas de taxe. Donc, on voit bien, au travers de cet exemple de panneaux solaires, le système pervers du système actuel et le système positif de notre système. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous donnerait 3 000 espoirs pour vos panneaux solaires ou 2 000, comme j'ai dit tantôt? Mais parce que moi, indirectement, ça ne me concerne pas, c'est vos panneaux solaires. Mais si ça me concerne,
si vous mettez des panneaux solaires, peut-être qu'on ne devra pas construire une centrale thermique, qu'elle soit au gaz, au charbon ou nucléaire. Je n'entre pas dans le débat, mais une centrale a besoin d'eau de refroidissement. Un panneau solaire, il fonctionne quand il y a du soleil, bien entendu, et il y a des techniques à l'heure actuelle pour accumuler l'énergie. On peut transformer cette énergie solaire en hydrogène qui peut se garder sans aucun problème. Il y a déjà des maisons complètement autonomes au niveau énergie et production d'accumulation pour toute l'année. Donc, l'espoir, si j'ai bien suivi, il y a surtout un mode de création monétaire, mais il n'y a pas prévu de destruction monétaire parce qu'il n'y a pas de taxes et d'impôts, quoi. Mais si on revient au fonctionnement du Monopoly, on risque d'avoir une concentration de richesse entre certaines mains qui auront donc plus de pouvoir d'achat et qui vont provoquer de l'inflation. Comment on gère l'inflation dans l'espoir? D'abord, le gouvernement ne fait pas une destruction monétaire, je me permets de le dire. C'est simplement une boucle dans l'économie. La destruction monétaire est faite par l'inflation et par le fait qu'on rembourse son emprunt. Maintenant, au niveau de la concentration de richesse, comme je l'ai dit tantôt, il pourrait y en avoir, mais elle sera contrôlée. On pourra la contrôler dans la mesure où, si elle est négative à la société, eh bien, on peut l'interdire. Maintenant, je dis, si nous, de toute façon, cette notion de richesse que l'on imagine pour l'instant, l'esprit pourrait changer parce que nous sommes éduqués depuis le début à vouloir, on est éduqué à se lever, à travailler et à essayer d'avoir d'argent pour essayer d'avoir des biens. Tout ce mécanisme-là pourrait disparaître. Je n'en sais rien. C'est une société qui va se construire. Le comportement de l'humain, je n'en sais rien. Il peut évoluer. Mais d'une manière générale, cette mise en évidence de la richesse pourrait peut-être être obsolète demain. Que quelqu'un qui vit bien et qui sans exubérance de cette richesse, je n'en sais rien. Par contre, est-ce que ce serait négatif que quelqu'un soit riche et entretienne des châteaux? Est-ce que les châteaux sont négatifs à notre société? Voilà, donc quelle est la richesse qui est négative pour l'ensemble de la société? C'est à vous à définir, c'est pas à moi. Et donc, voilà. Ouais, on pourrait prendre l'exemple qu'il y a quelqu'un de très riche qui fait des fusées pour aller dans l'espace, donc un milliardaire. Comment on l'empêche d'être milliardaire si c'est pas une sorte d'impôt sur la fortune? Mais non, je vais dire qu'il est, par exemple, Elon Musk pour l'instant. Est-ce acceptable qu'il fasse des fusées pour envoyer des personnes faire un tour dans l'espace? Grâce à ça, lui, il capte des millions, des centaines de millions de ces riches-là, qui peut financer ces autres fusées. Mais non. Si on a besoin de faire des fusées du type Elon Musk, on n'a pas besoin d'avoir un système de taxes ou de riches qui va financer quelque chose qui est négatif sur chaque fusée qu'il lance par rapport à la production de CO2 et ainsi de suite. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, on dit non, c'est interdit. Par contre, la technologie de récupération, d'atterrissage vertical et ainsi de suite, et des petits satellites plutôt que le système qu'on a imaginé au niveau européen, oui, c'est bien, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il faut envoyer chacun 10 000 satellites? La Belgique va envoyer 10 000 satellites, l'Espagne 10 000 satellites, la France 10 000 satellites et ainsi de suite. Ben non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Bientôt, on ne saura même plus sortir de l'environnement de la Terre tellement il y aura de déchets qui tournent autour. Donc là, il doit y avoir une décision, à mon avis, mais c'est pas mon avis qui compte, c'est l'ensemble de l'humanité qui doit dire est-ce que ça a un sens de faire cette activité-là? Oui, mais pour empêcher ça, il faut une sanction. Ben, il faut une sanction, une interdiction, c'est tout. Et s'il ne respecte pas l'interdiction, ben, désolé, est-ce qu'on doit lui prendre son argent ou bien est-ce qu'on doit tout simplement le mettre dans la case prison? Ben, c'est ça le truc. En fin de compte, il y a des radars sur la route. Si tu dépasses la vitesse autorisée, tu payes une amende.
Mais si il faut mettre des amendes, ça n'a rien à voir avec des taxes, c'est des pénalités. Donc ça, c'est un autre mode de raisonnement, ça. Est-ce qu'on fait un système de pénalités? Oui, pourquoi pas, je n'en sais rien, c'est à nous à décider. Ça n'a rien à voir avec les taxes et les impôts, hein. Les pénalités, c'est autre chose. C'est un autre sujet, pour moi en tout cas. Jean-Luc Rondioche dit si chacun crée sa monnaie, il ne peut plus avoir de muscle. Alors, qu'est-ce qui prouve ça? Il ne peut plus avoir Imaginons qu'on est tous. Je ne comprends pas le mot muscle. Elon Musk. Ah. Elon Musk, il parle d'Elon Musk. Ah. Mais d'abord, si chacun crée sa monnaie, premièrement, la monnaie la plus intéressante pour l'humanité va théoriquement l'emporter. Alors que pour l'instant, les monnaies qui existent, elles sont imposées principalement par les États-Unis après la Seconde Guerre. Les autres sont des vassaux du dollar, soyons quand même bien clairs. Maintenant, si Elon Musk fait une monnaie qui est intéressante pour l'ensemble de l'humanité, elle l'emportera. Je pense que c'est la libre concurrence de créer la valeur d'échange qui intéresse le plus grand nombre et qui l'emportera. Je pense que là, Jean-Luc fait allusion à la June où il y a une création monétaire par individu. Ce qui fait que si tout le monde crée la même quantité de monnaie tous les jours, il n'y a plus d'inégalité sociale. En théorie, je doute un peu. Hein. Il n'y a plus d'égalité sociale ou inégalité? Il n'y a plus d'inégalité sociale parce qu'on reçoit tous la même somme d'argent au départ. Oui, mais ça... sauf qu'on n'a pas tous le même besoin. Mais disons que de toute façon, il y a une activité économique qui va se créer. Chaque fois que quelqu'un va avoir une idée de faire un produit, ben, il va capter cet argent-là. Et s'il a besoin de travailleurs, il va automatiquement répartir la richesse qu'il va produire au travers de ses travailleurs. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'Elon Musk dans l'espoir. C'est ce que je me dis aussi. Par contre, je pense que le citoyen pourrait prendre un peu en compte l'évolution technologique actuelle. Est-ce que tout ce monopole des données et la gestion de nos données privées est acceptable? Et je pense que à l'heure actuelle, l'Europe n'ose pas prendre des décisions qui devraient se prendre uniquement pour des questions financières. Parce que automatiquement il va y avoir des sanctions de la part de certains groupes. Voilà, donc le fait que le pouvoir de décision est indépendant de l'économie permettra peut-être de prendre des décisions plus sages. Mais je ne peux pas préjuger de la nature de l'humanité. Ouais, tu viens d'aborder un sujet intéressant, c'est-à-dire que en fin de compte, tu voudrais exploiter la technologie actuelle pour avoir un moyen de paiement porteur d'informations pour justement que la monnaie soit utilisée à bon escient et selon les meilleures possibilités qui soient, quoi. Et disons que dans sa création, pour l'introduire dans l'économie, elle devra avoir fait quelque chose de positif au départ défini par l'ensemble des citoyens. Donc l'introduction de la valeur et sa valeur, et c'est justement cette qualité d'investissement de produits et services utiles à l'humanité. Tandis que pour l'instant, on fait une activité économique qui est celle qui est actuelle, c'est-à-dire qui est quand même négative pour l'humanité, et puis on essaie de corriger. Et si on parvient à avoir des taxes, mais les taxes ne sont pas suffisantes et on rembourse le capital. Voilà. Maintenant, il y a quand même eu un grand progrès dans notre société, c'est que le fonds d'investissement, si j'ai bien entendu, de la Norvège,
Donc, ils ont un énorme fonds avec leurs revenus pétroliers. Et donc, les gestionnaires de cet immense fonds, il est colossal, c'est l'un des plus importants, ont décidé que au niveau des conseils d'administration, si les entreprises ne prenaient pas des mesures pour la transition écologique, automatiquement, les directeurs d'entreprise et conseils d'administration seraient démissionnaires jusqu'au moment où on trouve des personnes qui vont corriger le tir. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de personnes qui ont des puissances financières d'infléchir une politique économique non plus basée sur un rendement nécessaire, mais plutôt pour corriger le tir au niveau. Bon, dans quelle mesure vont-ils y arriver? J'en sais rien. Tandis qu'ici, on pourrait directement financer ce qui est intéressant dès la création monétaire. Là, on part d'un fonds d'investissement qui vient du pétrole quand même. Utiliser cet argent-là après pour la transition écologique, ça fait un petit peu greenwashing. Non, enfin oui et non, parce que je vais dire qu'il y a tous les autres fonds d'investissement n'ont pas cette politique-là. Donc, acceptons quand même qu'il y a une évolution. Il faut pas rejeter tout ou dire que c'est du greenwashing. Enfin, il faudrait entrer plus dans le détail. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Si c'était le cas, ce serait dommage alors. Ce serait dommage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais l'intérêt de l'espoir, c'est quand même une création monétaire. Ne partons pas d'un fonds, mais une création monétaire qui permet directement de financer la transition écologique ou pour défendre la justice sociale, quoi. Oui, tout de suite. Tout de suite. Et indépendamment de l'économie, donc qui permet de maintenir un État. Tandis que si l'économie se fonde comme pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de rentrée de l'État et à la limite, donc on a dû donner vite de l'argent aux gens pour essayer qu'ils consomment et qu'il y ait des taxes. Donc, on est vraiment dans un système qui oblige une consommation infinie, tandis que dans l'espoir, l'État existe indépendamment de l'économie et il va y avoir un ruissellement dans l'économie pour pouvoir développer tout ce qui pourrait être considéré par l'ensemble de l'humanité comme utile. Est-ce que tu as réfléchi au mode de fonctionnement des prises de décision démocratiques avec l'espoir, justement, parce que là, l'État tel qu'il existe, on voit à peu près comment c'est, on y voit ses avantages et ses travers, je dirais. Comment on peut améliorer ça? Mais disons que la proposition, c'est des assemblées citoyennes tirées au sort représentatives de la population qui seraient pour chaque question posée par les citoyens affectés à réfléchir et à s'informer, et il y aurait d'une autre manière des personnes qui seraient habilitées à exécuter les décisions prises par les assemblées citoyennes et rendre des comptes. Donc, au lieu d'avoir des ministres qui sont là pendant 5 ans, qui répondent aux ordres d'un parti pour pouvoir être élus, tout ce mécanisme disparaît. Comme ce sont des citoyens valables, ils pourraient être tirés au sort et venir donner leur avis. Et donc, on aurait une participation citoyenne directe, représentative. Et s'il y avait une contestation, on pourrait alors passer éventuellement à un référendum, mais le référendum, d'après l'information que j'ai eue d'une personne en Suisse dont j'ai parlé tantôt, c'est qu'après ces 2 week-ends, elle a dit « Après, je n'ai jamais plus voté dans une votation. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir voter valablement, il faut énormément d'informations. » Donc, le référendum, pour moi, n'est pas nécessairement bon parce que l'information peut être d'abord tronquée, parce que les gens qui ont le pouvoir peuvent donner des informations diffuses dans la population et faire payer des scientifiques pour qu'ils fassent des rapports dans tous les sens. Voilà, je suis un peu sceptique là-dessus. Maintenant, si une décision citoyenne était contestée, on recrée une autre assemblée citoyenne. Voilà. Mais un référendum, enfin, mais c'est mon avis, ça.
Non, je suis assez d'accord avec toi parce que je vois qu'il y a une application qui s'appelle Nos Lois sur Android, il doit y avoir sur iPhone aussi, où chaque citoyen peut s'exprimer sur toutes les lois. Mais alors, des lois, il y en a sur tout. On peut pas être expert en tout et c'est quasiment impossible. Je ne sais pas s'il y a 5% des sujets auxquels je peux répondre, en fait. Donc, on ne peut pas prendre des décisions sur tout, en fait. Il faut être bien informé. Et donc, du coup, si on marche avec un tirage au sort, on aura le même problème. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des personnes qui, justement, n'auront pas forcément des connaissances pour pouvoir répondre à des questions qui, des fois, seront assez pointues, quoi. Effectivement, on peut se rendre compte que les personnes pourraient, je précise bien, ne pas comprendre. Mais je pense que justement, le scientifique doit faire preuve de pédagogie et quand il fait preuve de pédagogie, c'est très difficile parce que être pédagogue, c'est ne pas mentir et être clair. Et donc, comme il voudra influencer le citoyen, automatiquement, je pense que il va utiliser les termes et les comparaisons pour que, et chacun ayant les mêmes armes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans les informations que le citoyen va avoir, je pense que le citoyen qui a une certaine éducation, soyons clairs, et une capacité de compréhension, soyons clairs. Donc, il faut au moins qu'il ait atteint un niveau scolaire que l'on déterminerait. Il peut comprendre. Moi, je suis, je vais dire, je suis ingénieur. J'ai jamais vu une personne en rue. Je parle avec beaucoup de personnes qui comprennent, ils réfléchissent. Il n'y a pas de grande différence et ils ont même des raisonnements qui apparemment, j'ai fait tout mon enseignement technique, donc j'ai été dans des écoles où il y a des enfants qui avaient des difficultés scolaires. Quand je les vois adultes, il n'y a aucun problème, non. Je pense qu'on est un peu arrogant en disant que un citoyen n'est pas capable d'avoir du bon sens et ne pas comprendre des choses. En tout cas, ouais, je suis assez d'accord. est-ce qu'un homme politique est plus à même de... Je n'ai pas dit un gestionnaire, hein, un homme politique qui prend des décisions. Un gestionnaire, c'est une autre fonction. Donc, dans la logique ici, il y a bien des personnes qui vont avoir un devoir de responsabilité de la gestion de la décision et devront rendre des comptes. Là, c'est une autre compétence. Hein. Ça, c'est une autre compétence. Ici, c'est la décision prise par le citoyen. Comme l'homme politique, qu'on lui dit il faut voter, il faut pousser sur le bouton rouge ou vert parce que il faut une majorité. On a un citoyen bien informé qui nous dit que l'État français a dépassé 3 000 milliards de dettes uniquement en trafic d'influence et cette histoire va très mal finir. Je pense pas que ce soit ça exactement. Mais par contre, sur le tirage au sort, moi, on l'a expérimenté au Gouv. Tu étais au Gouv aussi, le Gouv de Fabrice Grimal. Et on avait fait un comité de la monnaie et on avait fait un tirage au sort. Mais ce qu'on avait fait, il fallait d'abord candidater au tirage au sort. C'est-à-dire, on s'est dit, il fallait prendre des personnes qui allaient être motivées et intéressées par le sujet pour pouvoir participer à ce comité-là. Et en fait, on a eu très peu de candidats et toutes les personnes qui se sont proposées, en fin de compte, ont été retenues et il n'y a pas eu de tirage au sort, quoi. Alors, est-ce que il n'y aurait pas une limite au tirage au sort par rapport à la motivation des personnes à s'impliquer dans un projet? Je pense qu'à partir du moment où le citoyen est tiré au sort, il a la possibilité de deux attitudes.
ça l'ennuie, je vais dire, ou bien il se sent investi par rapport à d'autres. Donc, ça dépend de la culture et la manière dont on va présenter. Donc, il va peut-être prendre conscience qu'il est une personne à part entière et qu'il a une responsabilité comme les autres. Et ça, au niveau démocratique, je pense que ce serait très intéressant que le citoyen prenne conscience qu'en réalité, il a la puissance de définir la société. Et pour l'instant, on a plutôt tendance à minimiser sa capacité. Et donc, il y a eu un G1000 qui a été fait en Belgique, donc, et le résultat a donné, comme vous avez fait en France, des choses. Le problème, c'est que quand le citoyen propose quelque chose, l'homme politique ne prend que ce qui l'intéresse électoralement. Et donc, ici, on ne serait plus du tout dans cette situation-là. Donc, vous avez eu des référendums là pour les décisions à prendre au niveau transition écologique. Je ne connais plus le terme exact de cette réunion-là en France. Mais ces décisions-là, on devrait mandater des personnes à les mettre en application. Et on ne devrait pas demander à un homme politique ou au président ce qu'il en pense. Alors, une question de Christophe Degand. Est-ce qu'un politicien élu aura plus de 5% de compétences quand on les voit passer à l'économie en passant par l'agriculture, l'éducation nationale et le sport? Dans la notion de l'espoir, il n'y a plus de politiciens. Donc, il y a un homme qui va être confronté à une discipline qu'il ne connaît pas, ok, et il va être confronté à une discipline, et donc les experts qui vont devoir, s'il y a une question qui est posée, eh bien les experts pour compte vont devoir lui expliquer, et comme il n'est pas tout seul, que c'est un ensemble de citoyens qui représentent donc la population, la maturité de notre civilisation permettra, à mon avis, que les citoyens, entre eux, pourront discuter, essayer de comprendre, et comme ils ont une responsabilité, je suis persuadé qu'ils vont l'assumer. Alors, ici, c'est Jean-Luc Wandioche. Donc, bientôt, quand des précurseurs vont se rendre compte qu'ils travaillent pour des euros qui ne valent rien, les monnaies vont naître rapidement. Ouais. Mais, disons que je vais dire que ces monnaies alternatives qui se mettent en place, effectivement, il commence à y avoir une méfiance sur la notion de l'euro, plus une méfiance sur l'euro digital que la Banque centrale veut faire, qui va permettre d'avoir un contrôle sur la population. Donc, effectivement, il y a une méfiance et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de systèmes alternatifs, que ce soit du troc, des échanges, des monnaies complémentaires et ainsi de suite, monnaie locale. Effectivement, il y a différentes monnaies. Maintenant, ces monnaies-là sont généralement limitées à la région et n'envisagent pas la notion d'économie plus importante. Alors, le VIR est un bon exemple. Oui, le VIR, en réalité, c'est une monnaie organisée par une banque privée entre, d'après ce que je sais, c'est en réalité un ensemble d'acteurs économiques qui ont décidé de réaliser des échanges entre eux, donc une économie locale basée sur une monnaie dont le taux d'intérêt était très faible parce que c'était entre eux et c'est un banquier qui a mis cette monnaie-là en place. Maintenant, comme les taux d'intérêt étaient faibles, l'intérêt du VIR était moins important pour les entreprises. Mais encore une fois, le VIR est une monnaie donc avec intérêt et des structures monétaires, ce qui n'a rien à voir avec la logique de l'espoir qui s'applique sur la tour. Alors, la différence avec l'animal, on explique que c'est le système défendu par Jean-Christophe Duval. Alors, il y avait toute une émission, et pour résumer ça en 1 ou 2 minutes, c'est un peu compliqué, mais en disant que ce serait pour remettre en place le bon corps de John Maynard Keynes. C'est le système actuel qui est basé sur le dollar. Au lieu que ce soit le dollar, ce serait un système virtuel qui appartient à tous les pays, en gros, qui n'appartient à personne et qui
c'est une sorte de monnaie de bien commun, un peu ce que tu défends aussi. Alors, est-ce que tu saurais donner quelques différences entre l'animo et l'espoir? Mais je ne connais pas suffisamment le Nemo, pardon, pour pouvoir voir les différences. Donc, non, je ne mets pas d'éléments. Alors, je vais essayer. Moi, comme j'ai accueilli, enfin, c'était pas moi, mais on a eu des problèmes, on avait de l'orage et tout en Bretagne, mais j'ai quand même suivi un petit peu Jean-Christophe. Donc là, on aurait un étalon mondial qui serait le Nemo et la création monétaire se ferait en fonction des dépenses nécessaires pour faire la transition écologique pour les dépenses de chaque pays en gros. Tandis que là, si j'ai bien suivi l'espoir, c'est une création monétaire individuelle, un peu comme la June, mais après tu fais une sorte de prélèvement à la source. Je sais que tu n'aimes pas que je dise ça comme ça, mais c'est là qu'il va y avoir mais faut que je réussisse à expliquer à ceux qui nous suivent. Donc, il y a une remise en commun de la création monétaire qui est créée individuellement pour financer les services publics, les biens communs, la transition écologique de la même manière. En gros, tu rajoutes une étape au Nemo pour obtenir presque la même chose. Mais peut-être, d'après ce que tu me dis, en réalité, peut-être la différence qu'il y a avec le Nemo, c'est que ici, c'est chaque citoyen dans le monde entier, quel qu'il soit, quel que soit son endroit, va, par le fait de son existence, avoir à sa disposition une somme d'argent pour le bien commun et la transition écologique à gérer. Maintenant, ça, c'est ce que je voulais au départ. Comme je ne sais pas le faire informatiquement, je m'appuie sur l'outil qui est le plus proche, qui est la June. Et donc, la June, lui, au lieu de mettre en face de moi un pot commun à gérer, je reçois l'argent et je mets dans ce pot commun. Donc, il y a, comme tu dis, une prise à la source, mais c'est parce que cette technologie-là, je ne la maîtrise pas. Mais si je la gérais moi-même, le fait d'exister, il y aurait en face de moi un pot que je gère en commun avec l'ensemble des citoyens qui sont près de chez moi et éventuellement je reçois une petite partie comme un dividende universel pour, je vais dire, avoir donc une subsistance minimum, parce que je pense aussi que comme nous avons une masse monétaire à notre disposition, tout le monde a le droit de travailler, donc on peut lui donner du travail. Et même s'il n'a pas une rentabilité extraordinaire, au moins la personne va faire un geste utile à la société et il va donc être intégré dans la société. Alors que pour l'instant, le droit au travail n'existe pas. Même s'il est écrit presque dans la charte des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit au travail. Je ne peux pas me placer à un endroit et dire je voudrais travailler. On va dire non, tu n'es pas rentable. Dans l'espoir, oui, tu as droit à un travail. Maintenant, est-ce qu'il correspond à ce que tu voudrais? Ça, ça dépend de notre intelligence de lui donner un travail qui correspond à sa capacité. Et donc, c'est là, grâce à la technologie, qu'à la fin, vous allez peut-être pouvoir vous rejoindre, puisque la technologie permettrait d'assurer un confort de vie égalitaire pour chaque individu sur la planète. Et par rapport au Nemo, on ne considère pas forcément la population. Peut-être qu'il la considère. Jean-Christophe n'est pas là ce soir. J'espère que je ne vais pas trop dire du mal de lui. Mais disons que ce serait un système monétaire global. Mais en prenant un petit peu les idées de chaque, ça ferait le raccord avec la population humaine sur la planète, et donc pour mieux répondre aux besoins de l'humanité, quoi, et de l'écologie, de la nature et du vivant, quoi.
d'après ce que tu dis, on est sur la même longueur d'onde, peut-être à quelques virgules près. Faut voir s'il met des taxes ou pas. Ça, c'est quand même une grande différence. S'il parle de monnaie fondante ou pas, voilà, ce sont quand même encore des sujets qui, dans certains débats, posent problème. Maintenant, je vais dire que chaque commune, chaque région définira ce dont ils ont besoin. Hein. Donc, s'ils gèrent mal, désolé, mais il y a quand même la responsabilité de chacun. Donc, s'ils arrivent à développer une économie qui augmente leur confort de vie d'une manière, c'est leur responsabilité. Donc, dire que ce sera égal, non, ça ne dépendra que d'eux. Et dans cette logique-là, j'avais imaginé qu'il y a des personnes qui passent d'une région à l'autre pour communiquer comment les autres régions réagissent, pour informer de l'intelligence collective, parce que c'est ça. Mais chaque région a des besoins spécifiques. Je veux dire que si je suis au Groenland, c'est pas la même chose qu'au milieu du désert. Et donc, ils géreront de toute manière. Et donc là, ouais, toi, tu es plus pour une démocratie locale, je dirais, tandis que Jean-Christophe serait un système gouverné au niveau mondial. C'est tel que je l'ai compris. Oui, donc en ce qui concerne, je pense qu'il faut respecter la dimension sociologique de l'individu. Sa commune, il voit bien ce que c'est. Sa région, ben, ce sont des gens qui ont la même culture, les mêmes langages, qui ont les mêmes types d'exploitation naturelle et ainsi de suite. Puis, il y a une structure qui doit être beaucoup plus grande, telle que d'un interrégion, où on devrait avoir une autonomie totale. Il faudrait vraiment que ces régions-là soient autonomes à tout point de vue. Et puis alors, il y a une gestion au niveau mondial qui sont au niveau des océans, le pôle sud, l'espace. Ça, c'est une gestion mondiale qui devrait arriver. Maintenant, au niveau des matières premières, ça, c'est aussi un grand débat. Est-ce que c'est logique que ce soit privé ou pas? Bon, ben, on a dans nos lois que la propriété privée, ça existe. Bon, est-ce que c'est encore logique? Est-ce qu'on doit répartir les matières premières sur l'ensemble de la population? Ça, c'est un grand débat. Mais voilà, ça, mais maintenant, il peut y avoir des échanges entre interrégions pour penser cette différenciation de répartition de matières premières sur la Terre. Alors, je vois plus trop de questions à poser. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, là, Didier? Ben, moi, je pense qu'on n'a pas mal abordé beaucoup de sujets. Ouais. J'espère avoir répondu aux questions et j'espère aussi qu'on pourrait approfondir ensemble. Donc, tous ceux qui m'écoutent, moi, je pense que c'est l'intelligence collective. Je ne détiens aucune vérité et plus on est à avancer dans une direction, même si c'est pas tout à fait celle que l'on veut, moi, je veux bien changer des paramètres de l'idée que j'ai. Si elles sont considérées par l'ensemble des personnes comme plus efficaces. Alors, j'ai une dernière réaction parce que j'ai vu Jean-Luc Grandioche sur Facebook la semaine dernière et je vois qu'il me suit ce soir. Ça me fait plaisir parce qu'il nous parle de Silvio Gesell, qui est une référence aussi pour moi, qui avait bien défini les défauts de la monnaie telle que nous la connaissons. Silvio Gesell, c'est celui qui a inspiré la monnaie fondante. Je sais plus, c'est un système économique basé sur la nature. Et il indique que le WIR est né sur les travaux de Gesell. Alors là, je n'ai pas le détail par contre, mais Jean-Luc, si tu as plus d'infos, si tu as écrit un livre ou si tu as fait quelque chose, ce sera peut-être le prochain invité de notre émission. Voilà, l'émission est finie. Merci Didier. On dit bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Oui, au revoir. À bientôt.